suite de nos grands débats sur quelle histoire de France avec plein de S, en attendant le deuxième plateau sur quelle histoire alternative, nous faisons une pause avec vous, Dominique Borne, auteur de Quelle histoire pour la France aux éditions Gallimard. Vous avez été, alors vous me dites, c'est loin derrière moi, mais vous avez été quand même une figure de l'inspection générale. Pour ceux qui ne savent pas un peu comment ça marche, ça veut dire que l'inspection générale, c'est là où on définit les programmes, où on conseille le ministre. On définissait, c'est fini maintenant. C'est fini, on ne définit plus les programmes ? Ce n'est plus l'inspection générale qui définit les programmes, il y a un conseil supérieur des programmes, indépendant et sans inspecteurs généraux. Actuellement. Donc vous êtes privés, les inspecteurs généraux, de toute influence. Les inspecteurs généraux ont été privés d'influence. Bon, ça s'est passé quand ? Là, j'ai loupé une marche. Ça s'est passé, il y a eu plusieurs étapes. Hein. Il y a une étape, Luc Ferry, avant d'être ministre, a présidé un conseil national des programmes. On a toujours cherché, le problème des programmes a toujours été un problème qu'on n'arrivait pas à résoudre, soit un organisme indépendant, mais le ministre est bien embêté parce qu'il ne peut rien faire avec un organisme indépendant, soit l'inspection générale, donc les solutions ont été variées dans le temps. Alors, j'ajoute vous êtes vous-même historien et vous avez été, on y reviendra, impliqué dans cette question qui a, dans cette période aussi de crise, de transition identitaire, l'enseignement du fait religieux. Oui. Hein, il y a eu un rapport qui avait été fait par Régis Debray. Mais je voudrais partir de là, de Quelle histoire pour la France, qui est un livre stimulant et paradoxal. D'ailleurs, Suzanne Citron, que je saluais tout à l'heure, en a fait une critique douce amère que j'ai retrouvée. J'ai eu plaisir d'être critiqué par Suzanne Citron, bien sûr. Et alors, pourquoi je dis ça ? Parce que le livre démarre par, ça donne la tonalité, en citation en exergue de Michel de Certeau, « L'histoire n'est pas sûre ». Donc, attention, le terrain est mouvant. Et le point de départ, donc, c'est, on venait d'en parler, l'épuisement des grands récits historiques de cette histoire un peu providentielle. Et voilà votre chute qui montre la voie un peu escarpée que vous proposez de prendre. On l'aura compris, notre conception des panthéonisables, donc les grands hommes, n'est pas morale. Nous plaçons dans le monument des figures autour desquelles il est possible d'assembler des moments d'histoire de France. Une histoire plurielle et libre, où la controverse est féconde, puisque s'y affrontent toutes les expressions de la liberté et de l'égalité. Ça veut donc dire qu'il y aurait plusieurs récits historiques, qu'ils s'affrontent, qu'ils sont en conflit. Mais il y a toujours eu plusieurs récits historiques. Quand on parle de roman national, il y a toujours eu plusieurs romans nationaux. Le roman national légitimiste, celui que Fillon semble reprendre actuellement. Il a dit à Sablé-sur-Sarthe que la France commençait à Clovis, et au baptême de Clovis, et donc la France commençait quand elle est catholique et monarchique. Il y a toujours eu un récit providentiel, et puis il y a eu un récit républicain, inventé par la conjonction Michelet-Lavis. On peut très rapidement le dire ainsi. Ces deux récits ont été toujours en dialogue et en débat. Je veux dire que la démocratie suppose qu'il y ait plusieurs récits, me semble-t-il. Sinon, on risque les identités exclusives. Alors, ces récits fonctionnaient, et vous l'avez dit un peu tout à l'heure, me semble-t-il, quand il y avait une finalité à l'histoire. Il n'y a plus de finalité à l'histoire. Régis Debray le dit dans Madame H. C'est sa Clio, comme Absolument. La Clio de Peggy, voilà. Il y a Madame H pour Debray. Il n'y a plus d'avenir. Hein. Oui. Les cathos providentiels pensaient qu'il y avait le ciel au bout. Hein. Et puis, de Jaurès à Blum et à Mitterrand, on croyait que le bonheur allait être pour tous. Hein. Alors ça, on n'y croit plus. S'il n'y a plus de finalité, comment on construit un unique récit ? Ça devient impossible, puisque le récit suppose qu'on se projette dans l'avenir. Si on ne peut plus se projeter dans l'avenir, d'où la nécessité qu'il y avait autrefois d'une origine. Je pense à ce qu'a dit Jean-Paul Demoule tout à l'heure. Hein. Nécessité d'une origine qui s'expliquait parce qu'il y avait une finalité. Donc si on allait quelque part, il fallait bien commencer quelque part. Alors on commençait, en gros, les deux grands commencements, c'est Clovis pour les providentialistes, hein, et puis les Gaulois, étrangement, les Gaulois pour les Républicains. C'est une longue histoire, ça. Étrangement, les Gaulois pour les Républicains.
Bon, moi je m'amuse un tout petit peu dans ce livre à dire pourquoi ne pas commencer à Marseille, hein. Pourquoi Marseille? Parce qu'à Marseille, c'est un mélange. C'est des Grecs qui arrivent. C'est une très vieille cité grecque. Et ça commence par un mariage. Un mariage avec une jeune Ségobrige qui épouse le beau grec. Donc commencer symboliquement bien sûr, je ne fais pas de l'histoire ici savante, hein, mais commencer symboliquement l'histoire de France par un mariage de deux origines, hein, me semble intéressant. Entre migrants, me semble intéressant et prometteur. Hein, mais et quand vous dites ça, comme vous avez eu cette fonction à l'inspection générale, qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous dites là, qui est cet éloge de la complexité, de la contradiction, pour celui qui se trouve dans une classe? Alors, sur ce problème-là, je voudrais d'abord dire qu'on donne trop d'importance au programme. Je le dis d'autant plus que j'en ai fabriqué naguère des programmes. Et que moi, je crois beaucoup à la liberté des enseignants, et heureusement, ils l'utilisent le plus souvent fort bien. Donc ce sont les enseignants qui font classe, ce n'est pas les programmes ni les manuels. Donc, je voudrais rappeler des choses comme ça, parce qu'on a une fausse idée d'un enseignement caporalisé. Un inspecteur, il passe tous les 5 ou 10 ans, hein, et l'enseignant, entre-temps, il fait ce qu'il veut, et même pendant que l'inspecteur est là, il fait ce qu'il veut. Donc le programme, c'est un référent, une sorte de code de la route, et l'enseignant invente. Voilà, l'enseignant doit... Innove. Ils le font, les enseignants. Ils inventent, ils innovent, et puis on enseigne en fonction du public qu'on a. On ne dit pas la même chose. Quand on fait une conférence, c'est pareil. Hein. Le public vous aide à parler. Le public scolaire aide l'enseignant à parler. Je crois d'autre part aussi que, alors, il y a une chose très simple et essentielle. Il faut que, dans l'histoire de France, tous ceux qui habitent la France, sont français ou non, habitent la France, se reconnaissent dans l'histoire de France. Je crois que je dis dans ce livre que, de même que Blum disait, il faut faire entrer, il pensait aux ouvriers, ceux qui campaient aux portes, il faut les faire entrer dans la cité, il faut faire entrer en histoire ceux qui n'y sont pas. Et là, ça veut dire l'émigration, ça veut dire l'esclavage, on n'a pas lu dans les traites, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire le monde du travail, les luttes ouvrières, ça veut dire tout ça. Ça veut dire tout ça. Que chacun sente que l'histoire qu'on lui enseigne, et là c'est un impératif pédagogique pour moi essentiel, et je le disais naguère aux enseignants à qui je parlais, il faut que, quand on enseigne l'histoire, que l'enfant, le jeune homme, l'enfant, la jeune fille qu'on a en face de soi, comprenne qu'elle est dans l'histoire. Que ce n'est pas extérieur, hein, que c'est son histoire aussi qu'on lui raconte. L'histoire de ses ancêtres, l'histoire des ascendants, l'histoire de sa culture, l'histoire, etc. Et il y a plein de choses, ensuite qu'on peut dire là-dessus. On fait beaucoup trop peu l'histoire de la langue, par exemple. La langue, les langues. Hein. Bon. La langue qui elle-même est pleine de passagers clandestins, de mots venus d'autres langues. La langue, les langues, patois ou pas patois, bon, etc. Toute langue régionale. Bon. Toute cette histoire-là, hein, qui est formidable. Hein. On ne fait pas assez la chanson de Roland. Le mot France apparaît... Pourquoi la chanson de Roland, c'est important? Parce que le mot France apparaît pour la première fois en français dans la chanson de Roland. Donc ça se passe dans les Pyrénées. C'est le témoignage, la douce France, comme dans une chanson de Charles Trenet. Oui, douce France, pays de mon enfance. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est dans la chanson de Roland, ça. Et, alors, voilà des choses, si vous voulez, que... Alors, le problème ensuite qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut ou non, à travers l'histoire, donner des référents communs à une population? Moi, je crois que oui. Hein. Je crois que oui, je crois qu'il faut de donner quelques référents, je dirais culturels au sens large, pas seulement historiques, mais c'est ce que vous appelez les panthéonisables, tout à l'heure. Par exemple, hein, des référents multiples, et contradictoires, si vous voulez. Sur les pontons de Rochefort, où les prêtres réfractaires ont fini par pourrir, hein, au sens propre de ce mot. Pendant la Révolution française. Où on a envoyé les prêtres réfractaires qui sont morts là, dans des conditions tout à fait épouvantables. Ces pontons étaient d'anciens navires négriers. C'est extraordinaire, une chose comme ça, si vous voulez. C'est extraordinaire. Et deux histoires qui se rencontrent, qui n'ont pas beaucoup de rapports, sinon contradictoires même peut-être. Hein. Mais qui se retrouvent liés dans la souffrance. Liés par... Bon. Et je crois aussi beaucoup à l'histoire, on retrouve l'archéologie dont on parlait tout à l'heure,
à l'histoire qu'on voit dans les paysages. Je crois qu'on voit, si on va à Lens, on voit la mine, on voit les Polonais, il y a plein de choses, on voit la Première Guerre mondiale, ô combien, hein. Il y a plein de choses qu'on voit. Et étrangement, pour le moment, on voit très peu les Marocains qui ont remplacé les Polonais dans la mine, à la fin de l'histoire minière, hein. Alors, entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, mais je crois beaucoup à la lecture, je crois beaucoup pédagogiquement, hein, à la lecture des lieux. Et ça devient très, très important, puisque la plupart des lieux deviennent complètement inconnus pour les élèves que nous avons maintenant. C'est extrêmement frappant de voir que, par exemple, dans beaucoup de villages, l'école est à côté de l'église, église toujours fermée. Quelquefois, il y a un enterrement. En général, c'est comme ça que l'église ouvre, hein. Et les enfants ne savent pas ce que c'est, hein, ne savent plus ce que c'est. Et n'y rentreront jamais, peut-être, hein, dans cette église-là. Parce que la pratique confessionnelle est totalement minoritaire, parce que la société a bougé. Parce qu'il y a un épuisement, de la pratique confessionnelle, hein. Et parce que, mais là, il y a une mémoire à entretenir, si vous voulez. Mais on va revenir sur les religions, puisque vous en parliez là à l'instant. Mais une question qui revient souvent, y compris dans le public de Mediapart, qui est très divers, varié, qui vraiment c'est la France telle qu'elle est, qui est autour justement de cette France multiculturelle, oui, de cette France intraculturelle, de cette France qui a toutes sortes d'identités mêlées, qui est, est-ce que vous, qui avez été au cœur de tout cela, vous estimez que l'histoire coloniale et l'histoire des résistances des peuples colonisés et des indépendances, qui est au cœur de l'histoire de beaucoup de familles aujourd'hui, y compris de familles de tous côtés. Pour prendre la guerre d'Algérie, c'est une histoire qui concerne des millions de Français, au fond, aujourd'hui. Est-ce qu'elle est bien enseignée ? Est-ce qu'elle est vraiment enseignée aujourd'hui dans le second degré ? Oui, elle est enseignée. Oui, elle est enseignée. Elle a été enseignée très précocement, d'ailleurs, hein. Contrairement à ce qu'on dit souvent... Mais convainquez ça, parce que souvent on entend que c'est insuffisant. Alors, bon, je ne peux pas dire, encore une fois, chaque enseignant est maître dans sa classe, et je ne peux pas répondre pour l'ensemble des enseignants, bien évidemment, hein. Mais les enseignants ont tout ce qu'il faut pour l'enseigner, oui. Et ils doivent l'enseigner. Et alors, le problème, si vous voulez, c'est que moi, je pense qu'enseigner l'histoire, c'est apprendre aux élèves que ce n'est pas de la morale. Et ça me semble tout à fait essentiel de dire ça ainsi. C'est pas le bien, le mal. C'est pas le bien, le mal. C'est pas le bien, le mal. Il faut dire les choses, si vous voulez. Dire les choses, je vais prendre des exemples. Les débuts de la conquête de l'Algérie, c'est à la fois les enfumades de Bugeaud dans des grottes, tout à fait épouvantables, femmes, enfants, etc. Hein. Bon, c'est ça. Et puis c'est aussi, progressivement, l'éradication des épidémies, du paludisme. Hein. Les deux choses sont vraies. Voilà. Et il faut arriver à ne pas faire une histoire en noir et blanc. Le danger majeur, je crois, c'est de faire une histoire en noir et blanc, c'est bien, c'est mal. Comme autrefois, quand il y avait les enseignants qui faisaient voter la mort de Louis XVI, hein, en classe. Hein. Il y a eu un vieux, il y avait des vieilles traditions. Faisait le procès de Louis XVI. Il mettait en classe, et les élèves votaient pour voter. On votait la mort, on ne votait pas la mort. Hein. Alors, je crois qu'on ne peut plus faire ça. Hein, c'est plus possible. Hein. Mais c'est pas le bien et le mal. Hein. C'est la vérité. C'est la vérité. Hein. C'est bien plus important que le bien et le mal, hein, la vérité. Alors, justement, à propos, c'est pas le bien et le mal, la France d'aujourd'hui est une France multiconfessionnelle aussi. Et avec beaucoup de gens qui ne pratiquent pas, même s'ils ont un lien culturel à des identités ou des histoires spirituelles. Alors comment vous vous êtes impliqué au point que vous avez dirigé même un institut, voilà, l'Institut pour l'enseignement des sciences... Institut européen en sciences des religions. Voilà. Alors, j'ai succédé à Régis Debray. Alors qu'est-ce que c'est que... Pour y compris des laïcs, athées, libres penseurs, qu'est-ce que c'est que cet enseignement des religions ? Non, mais alors, l'idée forte que j'ai défendue tout le temps, c'est qu'on ne faisait pas, contrairement à tout ce qui se passe en Europe, d'enseignement spécifique du religieux. Il n'y a pas de cours de religion à l'école publique française, sauf dans les départements concordataires, Alsace-Moselle, où là c'est une situation très particulière. Mais que le religieux, comme l'économique, comme le politique, comme le social, faisait partie de l'enseignement de l'histoire. Et donc il fallait veiller à ce que le religieux soit étudié en tant qu'objet d'histoire, et non pas en tant qu'objet de croyance. Enfin, la distinction est essentielle. Et l'avantage de ce type d'enseignement,
et on voit bien comment c'est fondamental aujourd'hui, hein, c'est d'apprendre aux élèves à distinguer croyance et savoir. Et apprendre aux élèves à distinguer croyance et savoir est tout à fait essentiel. Hein. Tu as le droit de croire que, en France, les élèves peuvent avoir tous des croyances différentes, ou une absence de croyances dans une classe. Une classe, c'est pas la confrontation, mais c'est le mélange de croyances. Mais le savoir est le même pour tous. C'est tout à fait essentiel de dire des choses très simples comme ça. Le savoir est le même pour tous, et ça s'applique aussi bien à l'enseignement du darwinisme, hein, par exemple. Hein, de l'évolution. De l'évolution, donc. Hein, le savoir est le même pour tous, mais si tu crois, toi, qu'il y a un Dieu créateur, tu as le droit de le croire. Mais tu dois admettre que le savoir, c'est l'évolution. Alors ça, je crois qu'en termes de formation de l'esprit, c'est outre les aspects culturels de l'apprentissage des faits religieux, hein, qui sont indéniables, hein, mais pour la formation de l'esprit, c'est une donnée qui, pour moi, me semble tout à fait essentielle. Vous qui avez été donc à la fois praticien et en même temps au cœur de la hiérarchie du ministère de l'Éducation, pourrait-on dire, qu'est-ce que vous auriez à dire à tous ces politiques qui jouent avec l'histoire, vos collègues, anciens collègues qui entendent tous ces mots qui peuvent être blessants, alors que ici, là, on est pour défendre. Au fond, l'école, elle vit, elle travaille, elle s'invente et tout. Moi, je suis très surpris. J'ai été doyen de l'inspection générale à l'époque où François Fillon était ministre. Donc, de l'éducation, brièvement. L'éducation nationale. Donc j'ai travaillé quotidiennement. C'est même lui qui m'a nommé à la tête de l'Institut européen en sciences des religions. Donc j'ai travaillé avec François Fillon. Je ne le reconnais pas. Hein. François Fillon, l'époque où j'étais en responsabilité, je ne peux parler que de l'époque où j'étais en responsabilité, dans les décisions que j'ai pu prendre, les propositions que j'ai pu prendre, je n'ai jamais eu aucune instruction politique. Enfin, j'ai pu toujours agir en toute indépendance d'esprit. Là, je peux en témoigner pour toute cette période. Alors, ce qui se passe actuellement, je crois, c'est d'abord, ça concerne d'abord essentiellement l'enseignement primaire, en réalité, plus que le reste. Hein. Et ce que dit François Fillon concerne le primaire plus que l'enseignement secondaire, me semble-t-il. Hein. C'est l'idée qu'on forme des petits Français, là, qu'on forme des petits Français, et que là se joue, alors, assimilation, vous savez bien, tout ce qu'on peut dire, hein, et qu'il faut formater, et les ministres sont plus intéressés au primaire, qui n'est pas de mon ressort direct, hein, qu'au secondaire. Donc je crois que là, il y a une sorte de surenchère. Il y a une surenchère. Hein, là, il y a évidemment une surenchère. Hein, une surenchère, et avec les mêmes choses et avec aussi quand même l'inquiétude que tout le monde peut partager, que l'école va pas bien quand même. Alors, je parle de manière globale. Hein. L'école va pas bien. Moi, je suis tout à fait frappé de voir que les mots globaux de l'école sont les mêmes qu'il y a 15 ans, à peu près. Hein. Elle va pas bien parce qu'il n'y en a pas assez de moyens, parce que tout ce blablabla va en même temps qu'on supprime des postes. Il y a toujours 140 000 élèves qui sortent sans qualification. Il y a toujours autant d'échecs. Il y a toujours une ségrégation formidable. Que nous avons documenté de manière comparative avec d'autres pays. Et ça, c'est le plus important, une ségrégation scolaire tout à fait dramatique. Hein, et ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas, ça. Et là, c'est consternant. Hein, c'est consternant. Et alors, comment vous expliquez cet échec, qui est aussi le vôtre, alors ? Bien entendu. Bien entendu, j'en prends tout à fait ma part. Hein. J'en pense que la France est indéracinablement élitiste. Et que on sait très bien faire des élèves d'école normale supérieure. Moi, je l'ai fait, j'étais prof de Cagne pendant très, très longtemps, donc j'ai su faire moi aussi. Hein. On sait très bien faire des polytechniciens, on sait très bien faire des prix Nobel après, hein, ou des médailles Fields de mathématiques. Hein. Ça marche. Hein. Donc, dans ce domaine-là, l'école fonctionne. On avait une fois comparé les meilleures copies du concours général, il y a 50 ans et maintenant. Elles ne sont pas moins bonnes. Le niveau, pour les meilleurs, le niveau ne baisse pas. Le problème, c'est qu'on a continué à avoir le même système élitiste alors qu'on faisait une école de masse. C'est ça le problème de fond, on n'a pas ajusté le système à l'école de masse. Et donc,
on a des difficultés, mais on sait à peu près, on connaît quelques solutions, mais on a beaucoup de mal à les appliquer. En attendant donc une révolution scolaire qui bouscule un peu tout ça. Merci Dominique Borne. On va passer au plateau suivant. Quelle alternative. Merci à vous.